on m'a demandé, pour cette présentation, de vous présenter un panorama de solutions, finalement, de mettre en image concrètement ce que pouvaient donner tous ces valeurs, ces indicateurs qu'on retrouve dans les normes, comment concrètement réussir à atteindre ces objectifs avec, à l'aide du traitement acoustique du local, du mobilier, etc. Donc ça tombe bien, on est en fin de journée, on va essayer de faire une présentation le plus imagée possible, de manière à ce que les auditeurs puissent visualiser et se rendre compte de ce qu'on peut faire. Donc la première slide que je vous présente, finalement, c'est pour un petit peu rappeler l'ensemble des déterminants et des enjeux pour ce qui concerne l'acoustique dans les espaces de bureaux ouverts. Donc le premier enjeu, c'est la réduction du bruit ambiant, c'est-à-dire du niveau sonore sur l'ensemble du plateau. L'objectif, c'est de limiter la fatigue et le stress. Le deuxième enjeu, on en a beaucoup parlé dans la journée, c'est la réduction de l'intelligibilité entre les postes, c'est-à-dire de ne pas être gêné par les conversations de ses voisins de bureau, de ne pas entendre les conversations parasites qui distraient, qui perturbent l'activité, qui font que les gens sont déconcentrés et que donc, ils perdent le fil de ce qu'ils font, et puis à la fin de la journée, ils sont fatigués par cette charge mentale supplémentaire. Le troisième déterminant, c'est l'atténuation entre les différentes équipes, entre les différents benches, c'est les groupements de postes, de façon à ne pas être gêné par les autres équipes qui peuvent avoir une activité similaire ou différente. Le quatrième déterminant, c'est la présence d'espaces de support adaptés pour permettre aux activités qui sont ponctuelles, des petites réunions, des coups de fil, etc., on en a entendu parler aussi ce matin, de ne pas perturber le confort acoustique de l'open space. Et enfin, le dernier déterminant, la présence d'espaces de détente, parce que dans tous les bureaux, dans toutes les entreprises, on a des espaces de détente. Il faut qu'ils soient bien séparés afin d'éviter les perturbations pour les postes qui se retrouveraient à proximité. Donc le premier point sur la réduction du bruit ambiant, on en a entendu aussi parler dans la journée, le facteur déterminant, c'est la densité. Plus on a de sources dans un local déterminé, et plus on aura un niveau sonore élevé. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on a pu constater, et il y a de nombreuses études qui appuient ça, c'est qu'en dessous de 7 mètres carrés, globalement, on a un bruit ambiant qui est systématiquement trop élevé. Et on a une recommandation qu'on formule assez régulièrement, que ce soit dans certaines normes d'ergonomie ou par le biais de recommandations du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel, c'est qu'on cherche à tendre vers une surface de 10 mètres carrés minimum par occupant. Voilà, donc je vous ai mis une petite illustration d'un bureau bien aéré où on peut avoir les 10 mètres carrés par occupant. C'est vrai que dans de nombreuses entreprises, on est quand même assez souvent en dessous de cette valeur de 10 mètres carrés par occupant, et on se retrouve avec un bruit ambiant trop élevé. Évidemment, pour réduire le bruit ambiant, il faut aussi que la qualité acoustique du local soit bonne, et notamment avec un plafond de bonne qualité, des murs qui peuvent être éventuellement traités avec des matériaux acoustiques absorbants, classe A, ou avec un coefficient d'absorption alpha W supérieur à 0,9, sachant que le maximum c'est 1. Donc en gros, cette valeur c'est entre 0 et 1, et au-dessus de 0,9, on est sur de la bonne qualité acoustique de matériaux. Là, donc, vous avez des exemples de locaux qui ont été conçus avec des matériaux de classe A sur les plafonds, ou avec des systèmes suspendus de bonne qualité. Les îlots dont parlait Lucas cet après-midi, pardon. On peut aussi intervenir en traitement correctif, c'est-à-dire que si ça n'a pas été fait en première intention, c'est-à-dire si le faux plafond n'est pas de bonne ou le plafond n'est pas de bonne qualité,
On peut remplacer les dalles, tout simplement, ce qui représentera un coût somme toute modéré, ou installer, par exemple, lorsqu'on a des géométries un petit peu particulières, des systèmes de baffles suspendus, comme on peut voir sur l'image de droite, pour venir finalement absorber sur un plafond où on laissera passer de la lumière, par exemple, comme vous pouvez le voir. Donc, en ce qui concerne la réduction de l'intelligibilité entre les postes, en fait, ça a été dit ce matin, c'est l'élément essentiel, puisque c'est le facteur de gêne numéro 1, même si ce n'est pas le seul, mais c'est le premier facteur de gêne dans les bureaux ouverts. Donc c'est essentiel pour les activités dès lors qu'il y a des conversations téléphoniques ou de visioconférences depuis le poste de travail. On a beaucoup parlé des plateaux d'appels téléphoniques, mais ce ne sont pas les seuls à avoir énormément de conversations téléphoniques qui peuvent venir parasiter, qui peuvent venir gêner le voisin de bureau. Donc la réduction de l'intelligibilité est à favoriser pour toutes les activités avec finalement une collaboration entre les postes adjacents qui n'est pas déterminante. Dès lors qu'on n'a pas besoin de collaborer tout au long de la journée avec les postes voisins, on peut se dire qu'on peut chercher à dégrader l'intelligibilité. Donc vous avez des images là avec des cloisonnettes, alors bon, qui sont peut-être pas parfaites, mais qui sont suffisamment hautes, qui permettent de dégrader l'intelligibilité. Je vous ai mis d'autres images, il y a plusieurs modèles d'aménagement. L'objectif, c'est de limiter l'impact des conversations intelligibles. On nous dit souvent oui, mais bon, voilà, esthétiquement, ça gâche un peu le concept du bureau, etc. En fait, c'est vrai que c'est difficile de trouver des solutions qui esthétiquement tiennent la route, mais on peut en trouver. Là, je me suis efforcé de rechercher des solutions qui esthétiquement n'étaient pas trop vilaines, quoi. Enfin, et finalement, en faisant des recherches, on arrive à trouver des choses qui sont pas trop mal. Mais ça peut inciter éventuellement aussi à revoir l'aménagement global du plateau pour avoir des postes de travail qui ne soient pas situés systématiquement face à face ou des choses comme ça. Donc là, je passe ensuite sur un tout autre type d'espace finalement de bureau, où là par contre on va chercher à favoriser la communication. Là c'est pour quand on est sur des équipes qui ont besoin de collaborer. Là, on ne va pas chercher à mettre en place des cloisonnettes, on va chercher à justement favoriser la communication entre les postes de travail. Et on va avoir des bureaux comme ça ouverts, ou des espaces où les gens vont pouvoir échanger de poste à poste sans avoir à se déplacer de leur poste de travail. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour ce type d'activité, il est important que entre les équipes, entre les benches, finalement, on ait une bonne atténuation, une bonne décroissance du son dans l'espace, pour éviter qu'on ait un son qui s'amplifie sur le plateau et que des équipes viennent se parasiter les unes les autres. Et c'est pour ça que dans les normes, on voit que dès lors qu'on est sur une activité collaborative, finalement, la décroissance spatiale, la D2S dont on a beaucoup parlé, on cherche à l'augmenter, à avoir une D2S plus élevée. Donc on va mettre des panneaux de séparation entre les différentes équipes. Mais au sein d'une même équipe, on va chercher à favoriser la communication. Donc voilà comment on peut réduire la propagation entre les différentes équipes, entre les différentes activités, de façon à limiter les nuisances sonores. Certaines activités peuvent être plus sensibles, même si on a une équipe où on va chercher à favoriser la communication, on peut avoir à côté une équipe qui aura besoin de concentration, de passer des appels téléphoniques, etc. Et donc du coup, on va chercher à ne pas les déranger. L'approche, évidemment, elle dépend énormément du modèle d'aménagement choisi. Voilà, on a parlé ce matin de flex office, d'activity-based design. Tout ça, tous ces modèles d'aménagement relativement nouveaux, finalement, ils vont conditionner les solutions qu'on va mettre en œuvre derrière. Donc
Voilà, là vous avez sur les photos des exemples de cloisons posées sur le sol qui sont relativement hautes, de systèmes suspendus pour séparer les différents benches et éviter la perturbation. Sur la slide suivante, vous avez aussi d'autres solutions dont je trouvais l'esthétique plutôt intéressante. On voit que malgré tout, on ne casse pas complètement la perspective, on garde un visuel, on garde voilà, de la clarté, et au niveau éclairage, c'est quand même assez satisfaisant. Donc voilà, on arrive à faire des choses intéressantes, mais effectivement, ça demande pas mal de recherche. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que la présence d'espaces support pour certains types de modèles d'aménagement, elle peut s'avérer indispensable. Les espaces supports, c'est par exemple un espace de réunion informel, une cabine. Alors on voit maintenant ça dans les entreprises, des espèces de petites cabines téléphoniques où les gens peuvent aller passer des appels ou se réunir à 2-3 personnes pour échanger sans déranger finalement. C'est des systèmes complètement clos et on arrive à pas déranger l'activité sur le plateau. On en a parlé assez brièvement aujourd'hui, mais la gêne liée aux circulations, c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc là, on a aussi des solutions. On peut mettre des panneaux le long des allées de circulation pour éviter que les gens, finalement, qui circulent, qui peuvent discuter lors de leur circulation, lorsqu'ils sont 2 ou 3 personnes à circuler, viennent perturber les gens qui sont assis à leur poste de travail et qui sont concentrés. Évidemment, ça passe malgré tout par ce qu'on appelle en anglais l'étiquette, c'est-à-dire ne pas essayer de déranger les bonnes pratiques. Voilà, c'est aussi, il y a de la formation à faire. Quand on est sur un nouvel open space, les salariés doivent prendre conscience aussi que quand on circule dans les allées, il faut éviter de déranger autant que possible les gens qui sont en train de travailler. J'ai mis une petite remarque sur la pose des planchers techniques, parce que dans certaines entreprises, on se retrouve avec des planchers techniques qui font résonner énormément les bruits de pas. Donc il y a des solutions pour justement éviter justement cette résonance des bruits de pas sur les planchers techniques. Il faut que ça soit conçu dans les règles de l'art. Donc les espaces supports, je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai illustré là des petites salles de réunion. Ce qui est important, c'est que les espaces supports, il faut qu'ils soient en nombre suffisant pour supporter l'activité. Voilà, vous avez une photo, voilà, une salle de réunion sur la droite avec de l'absorbant. Sur celle de gauche, c'est un peu plus de partie vitrée, donc ça sera un petit peu plus réverbérant, mais on voit qu'elles sont en nombre suffisant, que l'activité de l'entreprise pourra être assurée. Là, je vous ai mis d'autres exemples d'échanges, de cabines pour passer des appels ou pour faire des petites réunions informelles. Pour ce qui concerne les machines et les équipements, voilà, je vous ai mis aussi des exemples de traitements acoustiques pour positionner ces matériels, éviter qu'ils ne viennent déranger finalement l'activité de l'open space. Attention à l'orientation et au positionnement, parce que finalement, là, on voit que on a ce petit encloisonnement. Si la face visible, finalement, donne sur l'open space, on a tout raté, quoi. Et puis, enfin, donc, les espaces d'échange et de détente, il faut qu'ils soient bien séparés de l'open space et, si possible, acoustiquement performants, avec de l'absorbant sur les murs, sur les plafonds. Et puis bien sûr suffisamment grand pour pas qu'on ait une densité trop importante qui va faire qu'à un moment donné on va rentrer dans l'effet lombard, c'est-à-dire que quand les gens parlent, on atteint un niveau sonore tel qu'au bout d'un moment les gens sont obligés de parler plus fort pour se faire entendre. Voilà. J'en ai terminé pour cette présentation, j'espère que ça n'aurait pas été trop difficile jusqu'au bout de la journée, que ces images auront permis aux auditeurs
de se rendre compte de ce qu'on pouvait faire et qu'on avait des solutions finalement qui étaient plutôt sympathiques et réalisables. Merci Thomas Bonzon. Non, c'était pas ennuyant du tout, c'était passionnant, c'était illustré, c'était coloré. Tous nos remerciements vous accompagnent pour ce bel exercice de présentation, de mise en perspective. Un joli florilège de solutions qui montre au fond que tout existe. Du moins, les ressources sont infinies pour progresser. Alors j'ai peut-être une question qui m'est venue comme ça. Est-ce que toutes ces images que vous nous montrez, ce sont des situations en France ou est-ce qu'on s'inspire d'autres pays? Est-ce que là-dessus on est un peu différent entre pays européens par exemple? Effectivement, oui, on ne peut pas le nier. Je veux dire, il y a dans les pays nordiques par exemple, sur l'aménagement des locaux, on a au niveau du mobilier des solutions très innovantes. On a des qualités de matériaux qui sont souvent très bonnes. Sur l'aménagement des bureaux, il y a des efforts énormes qui sont faits dans les pays nordiques. En France, ça dépend, quoi. Il y a certaines images dans le diaporama que j'ai pris moi-même. Donc voilà, c'est des exemples concrets d'entreprises en France qui ont fait des choses. Après, c'est vrai que je me suis pas mal inspiré de fournisseurs de mobilier, de matériaux qui sont dans les pays nordiques, parce que c'est là qu'on trouve des choses, je dirais, vraiment innovantes et puis qualitatives. Ils sont un peu énervants, ils nous inspirent souvent. C'est un témoignage, je suis en open space depuis 15 ans et depuis que j'utilise un casque audio, j'ai des acouphènes persistants. Suite à visite chez ORL, une perte d'audition de tous les bruits aigus. Est-ce que cela peut provenir des conditions de travail? Alors, je sais que c'est un peu technique, mais c'est directement lié à finalement tout ce que vous évoquez, monsieur, alors, et puis vous êtes à la Cramif. Oui, tout à fait. Ouais, ça faisait partie de mon expertise. On a fait pas mal de mesures. Et l'INRS aussi, en particulier, a fait des études sur l'exposition des bruits sous casque pour les centres d'appel. Dans l'ensemble, il n'avait pas été constaté des niveaux sonores relativement élevés. Cependant, il peut y avoir des cas particuliers sur certains casques de génération plus ancienne avec des niveaux sonores qui peuvent être très ponctuellement élevés. On peut avoir des chocs acoustiques. Donc je ne dirais pas que c'est impossible, ça se peut. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui existent sur le marché avec des limiteurs de niveau sonore qui font qu'on ne dépasse pas les 80 décibels sur la journée de travail, avec une protection contre les chocs acoustiques. Donc avec le matériel d'aujourd'hui, actuel, je dirais qu'on sait se prémunir de tout ça. Voilà, on sait faire en sorte qu'on ne se retrouvera jamais dans une telle situation. Je ne peux pas être complètement direct et dire que ça n'a pas pu arriver par le passé. Voilà. Monsieur Bonzon, je vais peut-être conclure ce jeu de questions-réponses par une question assez large, mais on a lu beaucoup d'articles cette année, on est en 2020, c'est la fin de l'open space, etc. Monsieur Chatillon, ce matin, y a fait allusion. Quel est l'avenir de l'open space, finalement, selon vous, selon vos observations, selon les tendances que vous venez de nous présenter ici ? Personnellement, j'ai tendance à dire que l'open space, il sera jamais mort. Enfin, je veux dire, même si là, on vit une crise sans précédent et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à réduire leur parc immobilier et qui, en gros, regroupent du coup les salariés dans des open space, suppriment des open space pour regrouper, voilà. Je pense qu'il y aura de manière ponctuelle dans le temps effectivement une diminution de la surface. Après, il faut faire attention à ce que cette diminution de la surface, lorsque l'épidémie sera terminée, ne consiste pas à concentrer les sources, c'est-à-dire à augmenter la densité de personnes sur les plateaux, parce que les gens auront aussi à un moment envie de retourner au travail. Il y a déjà, en région parisienne, quand on est dans un appartement, et je sais de quoi je parle, à un moment donné, le télétravail,
c'est bien. D'ailleurs, je vous confirme que ça dépend des conditions de télétravail qu'on a en fait. C'est pas qu'en région parisienne. J'ai des témoignages autour de moi aussi. Je crois qu'on peut tous témoigner de ça, mais on est bien d'accord. Donc le télétravail a ses limites. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de retourner dans les bureaux et à un moment donné ça finira par arriver. Donc l'open space, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il évoluera certainement, ça c'est sûr. Juste si vous me permettez, je voulais rebondir. Il y a eu une question ce matin qui portait finalement sur le fait de quels sont les arguments qu'on peut donner à un chef d'entreprise pour l'inciter à améliorer l'acoustique d'un open space. Moi, je voulais apporter un élément qu'on entend souvent dans les colloques sur l'acoustique des bureaux. Il y a une étude qui a été menée qui a été demandée par le CNB et l'ADEME sur le coût social du bruit en France. Et il y a un chiffre qui est remonté de cette étude, c'est que le coût finalement lié à la gêne et à la perte de productivité en milieu professionnel, c'est 18 milliards d'euros par an en France. Donc c'est des chiffres colossaux. Si on rapporte ça au nombre de salariés, ça fait des chiffres très importants. Et effectivement, dans les bureaux ouverts, la perte de productivité liée au bruit, elle est énorme parce que dès lors qu'on perd la concentration, dès lors qu'on est parasité par un bruit, on met des fois plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour se reconcentrer et être productif à nouveau.